Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Alors merci de nous suivre sur les ondes de Canal M. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une femme qui a eu beaucoup d'impact dans sa communauté. Il s'agit de Colette Portelance. Le souffle vital de Colette Portelance est d'améliorer la qualité des relations avec les autres et surtout de faire grandir l'amour de soi. Pour former des spécialistes des relations humaines et de la relation d'aide, elle a fondé en 1985 le Centre de relations d'aide de Montréal, très connu sous le nom du CRAM, qui a donné naissance à une école satellite 10 ans plus tard en Europe. Bonjour Colette Portelance. Bonjour Marjorie. Un plaisir de vous avoir au micro. Un plaisir pour moi aussi. Merci. Bonjour Anne-Cécile Hartmann. Bonjour Marjorie. Bon, alors moi, c'est vraiment un plaisir aussi parce que Anne-Cécile, vous êtes thérapeute en relation d'aide, auteure conférencière et coordonnatrice marketing au Centre de relations d'aide de Montréal, le CRAM, l'école que notre invité a fondée il y a 40 ans. Et vous avez bien accepté, puisque vous la connaissez encore mieux, donc de nous la présenter. Alors, ça va nous faire plaisir de vous entendre, Anne-Cécile. Oui, alors merci beaucoup Marjorie. Alors bonjour Colette et bonjour aux auditrices et aux auditeurs de votre émission. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour vous présenter une grande dame du Québec. En 2016, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui avaient fait une formation dans l'école de Colette Portelance, le Centre de relations d'aide de Montréal. Et à leur contact, j'éprouvais toujours un sentiment singulier de bien-être. Non seulement je constatais que la formation avait eu un impact positif dans leur vie, mais je me sentais vue, écoutée, comprise, acceptée et aimée pour qui j'étais. Ouais. J'ai eu envie d'en apprendre davantage sur la formation qu'ils avaient suivie et sur l'approche thérapeutique qui était enseignée dans cette école. Et la séance d'information à laquelle j'ai assisté en 2017 au CRAM a été une véritable révélation. Je me suis inscrite dans les jours qui ont suivi et j'ai fait les 3 années d'études pour devenir thérapeute en relation d'aide. Mm-hmm. L'approche non directive créatrice de Colette Portelance et sa conception de la relation d'aide a profondément contribué à améliorer ma vie et mes relations. J'ai retrouvé une liberté d'être et je me suis créé une vie tellement plus alignée avec mes besoins et mes aspirations profondes. Alors j'ai beaucoup de gratitude envers Colette Portelance pour tout ce qu'elle a créé. Et depuis que j'ai découvert son travail, je suis habitée par un profond désir d'en partager les bienfaits. Alors en 2019, un poste au marketing s'est ouvert au CRAM. J'ai tout de suite envoyé mon CV pour aider à faire rayonner l'œuvre de Colette Portelance au plus grand nombre. En créant des occasions de l'entendre à travers des conférences, des podcasts, des entrevues, des lancements de livres ou encore dernièrement dans la réalisation de vidéos qui rendent hommage à ce qu'elle est et à toutes ses créations, j'ai eu la chance de côtoyer une femme très inspirante. Une femme déterminée, généreuse, courageuse, une défricheuse, une véritable pionnière au Québec. Mm-hmm. D'une écoute, d'une humilité et d'une sensibilité humaine remarquables, Colette Portelance laisse une empreinte indélébile à toutes les personnes qui croisent son chemin. Pour vous en dire un peu plus sur son parcours, Colette Portelance a œuvré toute sa vie dans les domaines de l'éducation, de la psychologie et de la relation d'aide. Enseignante au secondaire pendant plusieurs années, elle a obtenu un doctorat en sciences de l'éducation de l'Université de Montréal et de l'Université de Paris. C'est une thérapeute chevronnée et elle a développé ses propres conceptions psychopédagogiques et psychologiques de la relation d'aide qu'elle a élaborée dans la création d'une nouvelle approche thérapeutique qu'on appelle l'approche non directive créatrice, l'ANDC. Mm-hmm. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 1985, elle a donc fondé le Centre de relations d'aide de Montréal au Québec et 10 ans plus tard, en 1995, l'École internationale de formation à l'ANDC qu'on appelle EIF, donc en Europe. Ces 2 écoles comptent aujourd'hui au total entre 500 et 600 étudiants par année. Et elle est également l'auteure de nombreux ouvrages, dont le best-seller vendu à plus de 130 000 exemplaires, Relations d'aide et amour de soi. Mm-hmm.
Elle a également écrit, entre autres, La communication authentique, L'acceptation et le lâcher-prise, Au cœur de l'intelligence. Et j'ai un sourire parce qu'à 80 ans, elle vient de publier son tout nouveau livre, et probablement pas le dernier, qui s'appelle donc l'ANDC, La route vers soi et vers les autres, que vous pouvez trouver en librairie dès aujourd'hui. Mhm. Alors, son travail résulte de plus de 55 ans de recherche et d'expérience. Et je vous le dis avec, avec émotion, mais au cours de toutes ces années, ce sont des milliers de personnes qui, grâce à son approche, ont appris à se connaître, à s'accepter et surtout à s'aimer davantage. Mhm. Je termine en disant que depuis que j'ai découvert Colette Portelance, j'ai pu voir le pétillement dans les yeux de celles et ceux qui connaissent son travail et la reconnaissance qu'il lui porte pour les avoir aidés à vivre une vie plus heureuse. Les personnes qui ont suivi une formation dans l'une de ses écoles, qui ont lu un de ses livres, qui ont assisté à l'une de ses conférences ou ont consulté un thérapeute qui travaille avec son approche, en ressortent grandis et impactent à leur tour leur entourage. Mhm. Je suis donc très heureuse que les auditrices et auditeurs de votre émission aient l'opportunité de découvrir plus en profondeur cette femme si inspirante. Je vous souhaite donc un très bon moment en compagnie de Colette Portelance. Alors, Anne-Cécile Hartmann, mais merci vraiment pour cette belle présentation de Colette. Alors, une autre question pour vous. Vous êtes maintenant coordonnatrice marketing, donc vous faites votre rôle dans une passion complète. Oui, vraiment, c'est un grand privilège pour moi qui ai donc travaillé dans une autre vie en marketing, de pouvoir apporter mes compétences à faire rayonner, selon moi, une œuvre remarquable qui peut faire du bien à l'humanité. Ça allait de soi et en fait, j'ai plus vraiment l'impression de travailler. Oui. C'est vraiment, ça fait beaucoup de sens pour moi, en tout cas, de Mhm. pouvoir faire ça. Oui. Colette, maintenant, je me retourne vers vous. Qu'est-ce que ça vous dit? Quelle belle feuille de route. Comment vous vous sentez après cette présentation de Anne-Cécile? Euh, c'est clair que je suis profondément touchée par cette reconnaissance-là, mais je veux d'abord dire que Anne-Cécile, c'était une découverte de mes dernières années d'activité, mettons, plus poussée au Centre de relations d'aide de Montréal, puis à l'EIF. Mhm. Et je veux dire qu'elle a écrit un livre qui est extraordinaire, que je vous encourage à lire. Oui? Le titre, c'est Métamorphose. Mhm. Tout le monde devrait lire ce livre-là parce que c'est un livre qui est rempli d'exercices Oui. pratiques puis qui favorise vraiment la connaissance de soi, l'amour de soi. C'est un livre qui fait avancer, quoi. Alors, je vous encourage à le lire. Mais cela dit, c'est clair que sa reconnaissance, ce qu'elle dit de moi, c'est beaucoup. Oui. C'est toujours difficile pour moi de recevoir tout ça, là, parce que, oui, c'est beaucoup, mais enfin, ça me touche, puis ça me fait plaisir, c'est sûr. Oui. Je me reconnais. Honnêtement, je me reconnais. Bien sûr. Donc, Colette, on vous connaît pour la femme que vous êtes aujourd'hui. Donc, j'aimerais quand même qu'on revienne à l'enfance. Quel genre d'enfance que vous avez eu? Puis, est-ce que déjà, toute jeune, vous avez déjà ce besoin d'aider l'autre? Oh mon Dieu, ça date de tellement loin que je ne saurais pas dire depuis quand, Mhm. mais je pense que l'origine de tout ça, c'est que j'ai été mise en contact avec la souffrance, pas juste la mienne, mais celle des autres, très Mhm. jeunes, et avec l'impuissance que je ressentais devant cette souffrance. Et c'est ça qui m'a amenée à vouloir me comprendre, puis comprendre l'être humain, puis à m'intéresser à la psychologie. Mhm. Ça m'a vraiment été un profond puis un important incitatif à la démarche que j'ai suivie toute ma vie. Mhm. J'ai eu la chance d'avoir des parents, des parents qui m'ont vraiment aidée dans ce sens-là, même si, comme tous les enfants du monde, j'ai hérité de ressources exceptionnelles, mais de blessures profondes aussi. Mhm. Un père très profondément relationnel,
Il est un modèle de relation, mon père, d'honnêteté dure, et une mère qui était une pédagogue remarquable. Oui. Alors, j'ai reçu tout ce qui touche la pédagogie de ma mère et tout ce qui touche la psychologie de mon père, mais une psychologie appliquée dans les relations, hein, Oui. pas une psychologie théorique, là, Mhm. bien sûr. Mhm. Alors, c'est surtout ça que je retiens de mon enfance, qui a eu un impact sur la démarche que j'ai suivie par la suite. Il y a eu beaucoup d'autres choses, mais dans le dernier livre que j'ai écrit, là, puis qui vient de sortir en librairie, je consacre une partie à dire tout ce qui, dans mon enfance et dans Oui. ma vie, m'a amené à Mhm. créer cette approche-là puis cette école-là. Oui, oui. D'ailleurs, ce que j'ai lu aussi, c'est que le décès de votre frère a été un événement marquant qui vous a poussé aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Il y a eu 2 événements à ce niveau-là. Ma sœur, de 4 ans, qui s'est fait frapper par une voiture sous mes yeux et qui a passé quelque temps entre la vie et la mort. Elle s'en Mhm. est tirée, mais quand même. J'avais 7 ans. Elle en avait 4. Et le deuxième événement, c'est la mort accidentelle de mon frère. Mhm. Et je vais vous dire que ça a été difficile de perdre mon frère parce qu'il avait 1 an plus jeune que moi. Bon, on était toujours ensemble. Oui. J'avais 15 ans, il en avait 14. Mhm. Mais le plus difficile pour moi, c'est mon impuissance devant la souffrance de mes parents. Oui. J'ai tellement cherché de moyens pour les aider, pour les sortir de cette souffrance. Ma mère a fait une dépression qui a duré 10 ans. Mhm. Mon père a été beaucoup renfermé. Ça a été horrible. Il a toujours gardé un côté très relationnel, mais c'est un homme qui était habité par une souffrance de fond. Oui. Et moi, cette souffrance-là, j'ai grandi avec elle. Mhm. Et je me suis dit, il faut que je trouve des moyens d'aider les gens à arrêter de souffrir. Puis aussi moi, parce que là-dedans, l'impuissance, c'est quelque chose qui m'habite, puis qui fait que c'est toujours difficile pour moi de vivre de l'impuissance. Oui. Surtout quand je souffre, mais surtout quand je vais souffrir les autres. Mhm. Ça, c'est une des choses qui m'a suivi toute ma vie, puis qui est toujours présente. Oui, encore. oui. Puis quand vous en parlez, ça veut dire que c'était déjà quelque chose qui était presque inné. C'était un réflexe que vous avez eu envers vos parents pour pouvoir les aider. Mais après, vous avez vous avez étudié, etc. Mais on peut dire que déjà, c'était quelque chose d'inné, ce grand sentiment de vouloir aider. Ben, je me dis, il y a sûrement quelque chose d'inné, Oui. mais il y a quelque chose d'acquis par les expériences de vie, par les Mhm. personnes qu'on rencontre, par tout ce qui nous arrive, en Mhm. fait. Là. Alors, c'était un mélange des deux, mais moi, je mets beaucoup d'accent sur l'expérience Oui. qu'on a dans nos vies qui nous amène à réaliser ce qu'on réalise plus tard. Ça dépend ce qu'on fait avec, bien sûr, Mhm. mais l'expérience, pour moi, c'est important. Puis, je ne sais pas si on va revenir sur ce sujet-là, mais je trouve que c'est quelque chose qui est pas assez reconnu des personnes âgées, que j'appelle les vieux. Là. Oui, on va revenir. J'ai des questions là-dessus un petit peu plus tard dans l'émission. Là, j'aimerais revenir sur votre père que vous avez présenté, qui avait déjà cet aspect de psychologie et tout. Vous dites dans un livre, il vous écoutait comme vous étiez la seule personne importante. Mais quand on remonte dans ces années-là, c'était quand même quelque chose d'inusité pour un homme de faire part de ses sentiments et tout ça? Mon père, je pense que son histoire vient aussi de ses expériences. Oui. Mon père était un homme particulièrement intelligent, Mhm. je dirais peut-être surdoué, qui adorait l'école. C'était l'aîné de sa famille. Il a dû, très jeune, laisser l'école pour remplacer sur la ferme son père qui avait la sclérose en plaques, qui ne OK. pouvait plus travailler. Mhm. Et il était l'aîné d'une famille de 12 enfants. Alors, c'est sûr que mon père a eu une enfance difficile à cause de ça. Il a travaillé beaucoup. Et comme ils étaient 12, puis qu'ils s'étaient donné pour mission de s'assurer que ses frères et sœurs aient une belle vie, et Oui. il avait comme mission d'aider sa mère.
Alors, il a été un des derniers à se marier. Mhm, Il ok. s'est marié plus âgé que les autres. Hein, Oui. Après, ben, il y a eu l'accident de ma sœur, la mort de mon frère, puis des événements, la dépression de Oui, maman puis qui là. était en Mhm. dépression. Alors, tout ça, je pense que ça a fait de mon père un homme qui était, euh, qui était profondément humain, Oui. puis qui comprenait beaucoup les autres. Puis c'est vrai que ce que je veux dire de mon père, j'y tiens, parce que quand il est décédé, il y a beaucoup de gens qui me disaient ton père, j'étais son préféré, alors que moi, je pensais que j'avais toujours été sa préférée. Mais Ouais. il y avait une attention, une écoute tellement exceptionnelle pour le temps que tout le monde pensait que c'était son préféré. Tu Oh vois. oui, bien C'est sûr. ça pour moi, là, ce que j'ai appris de mon père. C'est ça la relation d'aide, c'est ça la relation. C'est de donner assez d'attention, d'écoute puis de présence à l'autre pour qu'il ait le sentiment qu'au moment où je suis avec lui, c'est la personne la plus importante pour moi. Wow. C'est tellement bien dit. Oui, en effet. On sait aussi que les études sont importantes pour vous. Vous êtes parti avec votre famille en France pour faire votre doctorat. Puis à l'époque, vous aviez 4 enfants. Et comment que c'est arrivé? Parce qu'on remonte quand même dans une époque où les femmes étaient moins reconnues, etc. Donc, comment que c'est arrivé de quitter, d'aller avec votre famille? Qu'est-ce que vous en retenez? Je pense que j'ai toujours essayé d'écouter ce que j'appelle la force créatrice, la poussée intérieure. Mhm. Ça s'est fait étape par étape. Mais il est arrivé un moment où j'ai avancé dans mes études, surtout parce que j'aimais beaucoup étudier, apprendre de toutes les façons. Puis, il y a un moment donné, un professeur qui m'a dit, tu devrais faire ton doctorat. D'abord, juste l'idée de faire un doctorat, ça ne Mhm. m'était pas passé par la tête. Oui. Et après, ben, il me dit, tu devrais aller le faire à Paris. Alors là, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai un mari qui est propriétaire d'un magasin de matériaux de construction, ancien prof, Mhm. 4 enfants de 3 ans, 7 ans, 10 ans et 13 ans. Mais ça a germé en moi, puis ça me faisait, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Mhm. Ça m'a pris 2 ans à convaincre mon mari. Ouais. Mais quand c'est une expérience où on a laissé tout, là, la maison, un travail sécuritaire. On a tout laissé, tous les deux, puis on est partis comme ça, sans savoir trop ce qui nous attendait. On ne savait même pas où on allait habiter, rendu là-bas. Ok, ouais. En tout cas, c'était l'époque où il y avait pas de... Il n'y avait pas de cellulaire. Non, c'est vrai. Fait que là, il Oui. fallait chercher dans les journaux pour se trouver... on n'avait jamais pris le métro parce qu'on Mhm. venait de Rigaud, nous, hein, puis il n'y avait pas de métro à Rigaud. Alors, Mhm. c'était de partir à zéro dans une grande ville. Oui. Puis aujourd'hui, je me dis, comment j'ai pu faire? Je ne sais pas, parce que dans le fond, je faisais confiance à la vie, puis j'étais encore comme ça, moi. Oui. Quand j'ai un projet qui m'anime, ben, il faut que je passe à l'action. Oui, oui. Ça a été une expérience enrichissante pour toute la famille, tous les Ah oui, membres. ah oui. Pas facile, Oui. pas facile. Mhm. Je ne peux pas cacher que c'est exigeant pour les enfants de changer de culture, Exactement, oui. mais on a essayé de ne pas s'apitoyer sur notre sort, hein, parce que trouver un appartement rempli de cafards, des coquerelles, là, faire le ménage là-dedans, faire notre place, inscrire les enfants dans les collèges, 4 âges différents. Tout Mhm. ça, il y a eu des moments difficiles, Oui. mais c'était tellement stimulant d'être dans un autre pays, d'apprendre, de découvrir. Puis ça nous a rapprochés aussi, Oui. hein, d'être J'en doute ensemble. pas, oui. Oui.
Alors, parlez-nous de ce qui vous a motivé à ouvrir le Centre en relation d'aide de Montréal. Je pense que la première idée qui m'est venue là-dessus, c'était en 1980. Moi, j'ai fait une thérapie de couple avec Jean-Guy Bonin, qui est un spécialiste de la gestalt thérapie. Et j'ai fait sa formation après comme thérapeute en gestalt. Puis lors de cette formation-là, il a demandé aux participants « Qu'est-ce que vous ferez dans 5 ans? » Et moi, spontanément, j'avais jamais pensé à ça avant, j'ai répondu « Dans 5 ans, j'aurai mon école. » Alors, il m'a dit « Quel genre d'école? » J'ai dit « Genre mon école. » Oui. Et après, je suis partie à Paris faire mes études de doctorat. Ça a duré 3 ans. Et quand je suis revenue, j'ai repris l'enseignement à l'école secondaire, mais j'ai vite réalisé que c'était plus ma place. Oui. Et c'est là que j'ai ouvert le CRAM. Et après, on dirait que j'étais due pour faire ça parce que moi, quand j'ai laissé l'enseignement, là, je me suis lancée dans le vide, dans le sens que mon mari n'avait pas encore trouvé de travail au retour de Paris et que j'avais 4 enfants. Bien sûr. Oui. Et là, si je laissais, j'avais plus de revenus. Mais c'était une question d'équilibre psychique pour moi. Il fallait que je laisse. Et pas longtemps après avoir laissé, j'ai participé à un salon de la santé. J'ai présenté mon programme. J'ai eu 18 étudiants. L'année suivante, 98. Après, ça a monté très, très rapidement jusqu'à 500. Oui, tout à fait. Puis, vous avez développé vos propres conceptions psychopédagogiques de la relation d'aide, dont la NDC, soit l'approche non directive créatrice. Pouvez-vous nous l'expliquer? Oui. D'abord, j'ai eu 2 grandes influences. J'ai eu des bons professeurs. J'en parle dans mon livre, les gens qui m'ont influencé, là, parce que quand on crée quelque chose, là, on n'est pas né personne de la cuisse de Jupiter. Là. On a toutes des influences. Hein. Même Rogers a eu des influences. Tous les grands noms de l'histoire ont été influencés. C'est mon cas. Alors, je veux reconnaître ce que je fais dans mon livre, toutes les personnes qui m'ont influencé. Mais les 2 grandes principales influences, c'est celle de la psychologie humaniste avec Carl Rogers et celle de la suggestologie avec Lozanov. Lozanov était thérapeute, médecin et enseignant bulgare. Et son approche est très spéciale parce qu'il accordait beaucoup d'importance à l'aidant. C'est-à-dire qu'il a observé en tant que chercheur, puis avec ses expérimentations, que ce qui avait le plus d'impact dans la réussite au niveau de la santé, de l'apprentissage, c'était le travail que le thérapeute ou l'aidant ou le professeur faisait sur lui-même, parce qu'il a considéré que on a tous une influence, mais que l'influence inconsciente de la personne, s'il y a harmonie entre ce qu'elle dit et ce qu'elle est, ça crée un impact extraordinaire. Alors pour ça, ça suppose un travail constant sur soi-même. Et donc, l'approche que j'ai créée met beaucoup d'accent dans la formation sur le travail sur soi. D'abord et avant tout, comme facteur d'aide par influence inconsciente. Et puis aussi parce que la relation avec soi, c'est un prérequis indispensable pour créer une relation satisfaisante avec l'autre. Il y a le rapport à la relation qui est fondamental. J'appelle ça la double relation simultanée. C'est-à-dire que l'aidant doit en même temps être capable d'être en relation avec lui-même, donc de s'écouter en même temps qu'il écoute l'autre. Ce qui veut dire que si tu es conscient de ce qui se passe en toi, tu ne lui passeras pas tes solutions. Tu ne projetteras pas sur lui tes propres affaires. Tu vas être capable d'en faire la différence. C'est ce qu'il y a de plus difficile à apprendre pour être thérapeute, puis on est une des rares écoles qui insiste sur ce point-là. L'autre aspect, c'est la dialectique directivité-non-directivité. C'est-à-dire je suis influencée par Rogers pour la non-directivité, mais il y a une partie directive, c'est-à-dire que
qui est différente de celle de Roger. Moi, dans mon approche, ça prend une structure, ça prend un cadre, ça prend des limites, ça prend des horaires, ça prend un programme pour sécuriser. Parce qu'un enfant pour un adulte, c'est pareil, mais un enfant qui est élevé sans balise, sans règles, ça fait un enfant qui est constamment insécurisé, puis qui est insolent, puis qui est indiscipliné, puis qui a du mal à se réaliser dans la vie. Ben oui. Alors, la structure, la discipline, c'est important. J'appelle ça la directivité dans le contenant de la poche. La non-directivité, c'est quelles que soient tes idées, tes opinions, tes émotions, tes besoins, ça va toujours être respecté. Tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de vivre de la colère, tu as le droit de vivre de la peine. Tu vas être accueilli dans ça, parce que ça, c'est non-directif. Puis ça, on ne peut pas toucher à ça. On ne peut pas dire à une personne qui a de la peine, tu n'as pas de raison d'avoir de la peine. Tout à fait, oui. On peut juste écouter sa peine, l'accueillir là-dedans, puis voir comment on peut l'aider sans lui dire quoi faire. Oui. C'est un art, vous savez. Oui, tout à fait. Ça s'appelle la dialectique de la subjectivité puis de l'objectivité. En même temps, j'entends ce qu'elle me dit sans le déformer, mais en même temps, je sais que ce qu'elle me dit puis ce qu'elle vit, c'est unique au monde, que ça n'a rien à voir avec ce que je suis puis avec ce que les autres. Et quand on travaille avec des couples ou des personnes qui ont des difficultés relationnelles, c'est important de leur apprendre on ne vit pas nécessairement la même chose. On ne pense pas nécessairement la même chose. On n'a pas nécessairement les mêmes besoins, mais on peut quand même être en relation avec ça. Oui, oui. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Au micro avec moi, Colette Portelance, thérapeute en relation d'aide, autrice conférencière et fondatrice du Centre en relation d'aide Le CRAM, et Anne-Cécile Hartemann, thérapeute en relation d'aide, conférencière et coordonnatrice marketing du CRAM et aussi autrice du livre Métamorphose que Colette nous a suggéré de lire. Alors, ça sera fait. Merci Colette de l'avoir mentionné. Donc, Colette, je poursuis. Puis, j'ai tellement de questions, mais vous répondez tellement bien que je me demande si j'aurai le temps de passer toutes mes questions. Alors, quelque chose... D'ailleurs, l'école à 40 ans, est-ce que c'était une des premières écoles oui. Je crois que oui, hein? Oui. C'est ça. Et puis, donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait autrement avec le recul au niveau de l'école, ou bien que vous êtes, c'est ce que vous vouliez, et puis vous avez amélioré l'école au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a quelque chose où... Je vais vous dire une chose. Là, j'ai appris de mes erreurs. Oui. J'ai fait des erreurs, puis j'ai appris de mes erreurs. C'est sûr que si je disais aujourd'hui, avec l'expérience de vie que j'ai acquise, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais fait autrement? Probablement. Mais si je n'avais pas fait ces choses-là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Oui. Et l'école ne serait pas ce qu'elle est non plus. Alors, finalement, c'est comme ça la vie. On apprend de nos erreurs. Puis, je ne regrette rien. Ça ne me donnera rien de regretter quoi que ce soit. Tout à fait. Donc, vous vous êtes mariée en 1966 avec François, un homme avec lequel vous êtes encore.
Donc, vous qui avez beaucoup écrit sur le couple et la réussite de la vie amoureuse, donc parlez-nous, on a besoin d'entendre ça, Colette, parlez-nous de la sécurité affective que peut procurer le couple. Mais la vie de couple, là, il ne faut pas croire que c'est toujours facile. Là, hein. Mhm. Moi, j'ai peur de passer pour une femme qui a tout eu facilement dans Oui. ma vie de couple. Ouais. Je l'ai créé, ma vie de couple à mesure. On a eu des périodes, des crises de couple, comme tous les couples. Mhm. On a eu des moments difficiles. On a fait des thérapies. On a travaillé notre relation. Mais je pense que c'est difficile. Moi, j'ai eu la chance de vivre avec un homme qui était d'accord pour travailler cette relation-là. On a fait ça ensemble. Mhm. Mais je trouve que c'est pas le cas de tout le monde, puis c'est pas toujours facile. Oui. Alors, je veux pas placer mon cas comme un cas idéal, puis le cas qu'il faudrait vivre en couple avec la même personne toute sa vie. C'est pas vrai pour tout le monde. Puis il y a dans notre vie des personnes, des fois c'est notre conjoint, puis des fois c'est d'autres personnes, Mhm. avec lesquelles on forme une relation souffrante, insatisfaisante et voire même des fois toxique. Mhm. Bien, si on a assez d'amour de soi, il faut être capable de faire des choix. Oui. Bon, moi, j'ai eu à refaire ce choix-là assez souvent dans ma vie de couple. Puis, un des moyens, c'est de me brancher, le non-dit. Ne Oui. pas avoir de non-dit dans une relation. Pour moi, ça m'a aidé. Je ne suis pas capable de rester avec François sur un non-dit. Il faut que je lui exprime. Des fois, c'est pas toujours dans l'heure qui suit, là, parce Oui. que je suis trop en colère. Oui. Mais je reste pas avec ça parce que je pourrais pas continuer. Mhm. Et l'autre chose qui m'aide, c'est d'identifier mes besoins puis de m'en occuper. Mhm. Le danger dans les relations, c'est d'attendre que l'autre satisfasse nos besoins. Là. J'ai besoin d'être aimée, j'ai besoin d'être reconnue, j'ai besoin d'être aidée, j'ai besoin d'être comprise, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que je fais, moi, pour exprimer ce besoin-là puis pour faire en sorte qu'il soit respecté en posant des demandes très, très claires. T'sais. Parce que ce qui peut faire que vous vous sentez aimé, Marjorie, c'est peut-être différent de ce qui fait que moi, je me sentir aimée. Oui. Alors, si j'exprime pas mon besoin, ce que j'aimerais que mon conjoint ou les autres personnes fassent de façon spécifique pour me sentir aimée, ben il va m'aimer avec la façon qu'il aimerait l'être, lui. Oui, oui. Puis là, ça marche plus, là. Mhm. Alors, on n'a pas nécessairement les mêmes besoins. Alors, c'est tout un travail d'être capable de se connaître, de se dire. C'est un cheminement qu'on fait ensemble. Moi, je dirais que le gros avantage de la relation, en particulier la relation de couple, puis avec nos enfants, c'est de nous faire évoluer. Ça sert à ça, la relation. Qu'est-ce qui nous fait évoluer dans la vie, là? C'est les relations humaines. Non? Oui, oui. C'est ça qui nous fait le plus souffrir, mais c'est ça qui nous fait le plus avancer. Mhm. Alors, on fait un travail ensemble, puis on décide, est-ce que vraiment j'ai envie d'investir dans cette relation-là? Oui. Mais si j'ai envie d'investir, je me prends les moyens. Mais sinon, c'est correct aussi. Mhm, mhm. Correct aussi. Colette, j'aimerais vous entendre sur le fait que qu'est-ce qui fait c'est difficile de nos jours de rencontrer l'autre, de rencontrer un partenaire ou une partenaire? Est-ce que c'est Mais il y a tellement de possibilités qu'on n'avait pas. Écoutez, moi, j'ai 80 ans. Là. On est à une autre époque. Là. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Là. Oui. Alors, il y a tellement... Ton choix est ouvert sur le monde. Moi, mon choix était ouvert sur mon environnement. Même si je rêvais d'avoir un homme qui vienne d'une autre planète, j'ai marié un gars de mon village. Oui. Alors... C'est pas la même chose. C'est la même chose pour les jeunes qui cherchent qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie comme travail. Écoute, moi, j'avais le choix entre infirmière, secrétaire, puis enseignante. Oui. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités que c'est normal que les jeunes, des fois, ils prennent une orientation puis ils se rendent compte que c'est pas leur place puis qu'ils changent. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Écoutez, c'est très difficile d'apprendre à écouter ce que je veux faire vraiment. Puis deuxièmement, de choisir. Parce que choisir, c'est perdre. Hein? Oui. Alors, moi, je pense que on ne peut pas comparer les époques, mais une des raisons pourquoi c'est difficile, je pense que ça joue. Ça joue, oui. Oui,
peut-être aussi, ce qui joue, c'est que on attend peut-être de trouver le prince charmant ou la princesse idéale, alors que ça n'existe pas, puis qu'il y a une difficulté à passer la première étape. Là. La première étape, on idéalise l'amour, c'est beau, mais quand on commence à voir que l'autre n'est pas parfait, là, puis qu'il y a des défauts, puis que nous autres, on se pensait, avec lui, il me semble que je suis la meilleure femme du monde depuis que je le connais. Puis tout à coup, il se passe quelque chose où là, je fais une colère. Et l'autre te dit, ben, je pensais pas que tu étais comme ça. Ben oui, vivre avec moi, c'est vivre aussi avec ça. Tu sais. C'est pas juste la femme douce, gentille. De temps en temps, oui, j'ai des défauts. Alors, c'est d'apprendre à dépasser cette étape-là pour se connaître puis apprendre à vivre avec ce qu'est l'autre. Hein. C'est une démarche qui est difficile. Autrefois, les couples étaient obligés de vivre ensemble par la religion. Aujourd'hui, ils ont l'avantage de pouvoir choisir. Ça, pour moi, c'est un gros avantage. Colette Portelance, dans un de vos livres, vous dites que la reconnaissance et la gratitude sont sœurs siamoises et qu'elles doivent être mises en pratique au quotidien. Quelle distinction vous faites entre la reconnaissance et la gratitude? Reconnaître les qualités, les forces de quelqu'un et les siennes, puis avoir de la gratitude pour ce que la vie nous donne, pour moi, c'est deux choses. Mais avoir de la gratitude, pour moi, ça, c'est deux éléments très, très, très importants. J'ai développé ça avec François dans ma vie de couple parce que la tendance naturelle, c'est de remarquer tout ce qui ne va pas, puis de ne pas regarder ce qui va. Alors, à un moment donné, on a commencé à se dire merci pour telle chose, bravo, reconnaissance, merci, gratitude. Et ça a changé beaucoup de choses dans notre couple. Parce que là, on se rend compte qu'on met l'accent aussi sur ce qu'il y a de bon. On finit, à force de voir le négatif, ça s'accumule, puis finalement, ça devient tout noir. Mais il y a du positif aussi. Alors moi, j'encourage les gens qui vivent en relation là, de se reconnaître. C'est merveilleux ce que tu as fait, bravo, vraiment. Ou merci pour ton repas, merci pour ta soupe aux choux, merci d'être arrivé assez tôt pour m'aider, merci. On a des occasions infinies de faire ça dans une journée. Et ça change tout, c'est valorisant, ça nous rapproche, ça stimule le sentiment amoureux ou affectif en tout cas. Ah oui, j'en doute pas. Vous dites même que la gratitude facilite la traversée des épreuves de la vie. Donc, en étant dans la gratitude, on a plus de facilité à passer à travers. Mais oui, parce qu'on voit qu'à travers ça, il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de bon. Il y a toujours quelque chose de bon. Ça dépend de ce qu'on fait avec. Pour moi, les épreuves de la vie, c'est pas une question de karma, là. Mais la vie nous donne des petits coups dans le dos ou des gros coups dans le dos pour qu'on avance parce qu'on reste dans notre zone de confort. Alors, les épreuves de la vie, ça nous remet en question, ça nous fait avancer. Et moi, je pense qu'il y a toujours quelque chose de bon à y retirer. Puis c'est là que je vois que la gratitude a sa place. Donc, en parlant de gratitude, vous avez cette école depuis 40 ans. On sait que penser à la relève est souvent difficile dans la passation d'entreprise, mais vous avez vos deux enfants, Marie et Guillaume, qui ont repris la relève. Comment ça s'est fait? Est-ce que vous avez vu venir? Parce que vous en aviez 4. Est-ce que c'était les 2 les plus intéressés? Comment vous avez procédé? C'est eux qui ont décidé. Qui ont décidé à un moment donné de travailler à l'école à temps plein. Guillaume a fait des études en administration, puis il travaillait comme à temps partiel pour payer ses études à l'école. Et Marie a fait ses études à l'École nationale de théâtre. Là.
Et elle travaillait aussi à temps partiel, puis elle est tombée enceinte à la fin de sa dernière année d'études. Mhm. Et elle m'a dit, Maman, je ne veux pas poursuivre ce métier-là en étant mère, Mhm. parce que je vais avoir à travailler le soir et peut-être les fins de semaine. Mhm. Alors, elle a décidé de continuer au CRAM. Puis ils font un travail exceptionnel. Ils Mhm. font un travail, tous les deux. Ils sont comme deux siamois. Ils s'entendent Ouais. merveilleusement bien. C'est favorable pour Mhm. l'école. Puis c'est réconfortant pour vous aussi. Bien, c'est sûr que ça prend des gens en qui on a confiance. Oui. Et maintenant, c'est eux qui dirigent puis qui font tout. Hein. Moi, Vous êtes retiré Je ou vous avez retire- encore des non, responsabilités, je non? suis complètement retirée de D'accord. l'école. Complètement. Là, j'ai d'autres projets. Ah oui, j'en doute pas. Une femme de projet. J'aimerais venir parce que vous avez parlé beaucoup de ressenti. Vous dites que chaque fois que j'ai suivi mon ressenti, je ne me suis jamais trompée. Donc, quels conseils pourriez-vous nous donner pour être aussi sensible ou bien de reconnaître notre ressenti? Ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Parce qu'on est pris avec l'opinion des autres, avec le monde extérieur, avec la pensée de la société. C'est très difficile. Là. Il y a tellement de distractions extérieures. Mhm. Mais si vous restez habitué, moi je dirais aux gens, habituez-vous à donner de l'importance à ce que vous ressentez. Quand vous rencontrez quelqu'un, comment vous vous sentez? Oui. Puis donnez de la valeur à ça. Il ne s'agit pas de tomber dans le jugement, de « je me sens pas bien que cette personne-là, elle ne doit pas être honnête ». C'est pas ça. Oui, oui. C'est juste que moi, je vis un malaise, il y a quelque chose. Ça peut dépendre de moi, ça Mhm. peut dépendre de plein de choses, mais je donne de la valeur à ce que je ressens. Je rentre dans une pièce, puis je sais pas pourquoi, mais je me sens bien ou je me sens pas bien. Oui. Mais donnons de la valeur. Commençons par les petites choses sans tomber dans le jugement extérieur, parce que là, on retourne à l'extérieur. Mhm. Si je me sens mal puis je mets l'autre responsable, je me repère encore. Oui. Faut que je reste avec moi, puis que j'écoute ce qui se passe en moi, puis qu'est-ce que je fais avec ce sentiment-là. Mhm. Et c'est ça que j'ai développé avec le temps. Et quand c'était le temps, par exemple, de laisser l'enseignement, de me jeter dans le vide, je ressentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Oui. Mais j'en ai... Il y a une chose, il y a des fois, quand dans les grandes décisions de ma vie, j'en parlais pas à l'extérieur parce que je choisissais que je voulais pas être influencée. Je voulais rester en contact avec ce que je ressentais. Oui. Parce que des fois, on fait des folies pour les autres, Mhm. mais c'est juste pour soi. Mhm. Alors, prenez le temps, je dirais aux gens qui m'écoutent aujourd'hui, prenez le temps de donner de la valeur à ce que vous ressentez. Oui, oui. C'est ça. C'est d'une grande importance. Parce qu'on le sait. Oui. Combien de fois dans notre vie on dit « j'aurais donc dû m'écouter Oui, tout à fait, oui. Oui. ». C'est En vrai. effet. On le sait qu'on ne s'écoute pas. On Mhm. écoute le monde extérieur. Alors, Mhm. ça se développe. Oui. Colette, vous avez aussi dit, on travaille avec ce qu'on est beaucoup plus qu'avec ce qu'on sait. Expliquez-nous. Ça, j'ai compris ça avec mon père. Oui. Mon père n'était pas instruit. Pourtant, il était respecté partout, dans tout ce qu'il faisait. Il était membre de plein de comités. Il y avait une relation avec les gens exceptionnelle. Et je pense que c'est à cause de ce qu'il était. Mhm. C'est un autodidacte, mais il était un homme de relation, un homme honnête, un homme bon, un homme plein d'amour Mhm. des autres. Oui. Alors, c'est avec ça qu'on travaille. C'est sûr qu'on peut apprendre. Moi, j'aime bien apprendre. Mais qu'est-ce qui fait qu'un enfant aime l'école? Je pense à ma petite fille là, qui me dit « Bon, là, j'aime le français. » Je dis « Comment ça se fait l'année passée, tu n'aimais pas ça? » Oui. Est-ce que tu aimais ton prof l'année passée? Elle me disait non. Puis cette année, est-ce que tu aimes ton prof? Oui. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que les enfants aiment apprendre? C'est pas parce qu'on leur apprend la règle des participes passés avec avoir et être. C'est que la façon qu'ils sont enseignés, c'est la façon que la relation que le prof a avec l'élève n'est pas dévalorisante. La relation fait que l'enfant, il se sent exister, il se sent important, il se sent aimé, il se sent reconnu, même s'il n'est pas bon à l'école. Oui. Ça n'a rien à voir avec le savoir, ça. Mhm. J'ai vu des enseignants
avec des doctorats, puis ça passait pas. Mhm. Les élèves les aimaient pas, ça C'est passait ça. pas. Et d'autres avec des petits diplômes qui réussissaient d'une façon exceptionnelle, Oui. justement parce qu'ils enseignaient ce qui était. C'est Voilà. pareil comme parents, c'est pareil partout dans la société. Mhm. Quand tu rencontres, moi, mes amis, là, je me fous de leur diplôme puis de tout ce qu'ils font dans la vie. S'il y a un contact affectif, Oui. c'est ça qui est important. Mhm. Ça sera toujours ça. Toujours. Colette, on poursuit dans ce sens. On parle du contact affectif. Vous avez regardé l'évolution de la société à travers la lorgnette de thérapeute. Qu'est-ce qui a dérapé dans notre manière d'avoir des relations humaines? Et aussi, qu'est-ce qui s'est bonifié? Qu'est-ce qu'on a gagné en perdant certaines choses? Bon, je pense qu'on a plus de chances d'être en contact avec le monde, avec Oui. les autres, ça c'est clair. Mhm. Les opportunités se multiplient à l'infini. Mhm. Maintenant, je pense qu'on met trop l'accent sur la technologie, Oui. puis sur le savoir, Mhm. puis pas assez sur l'être humain. Oui. Parce que c'est ça l'essentiel. Là. Ça restera toujours ça. La CRAM a pris le nom de l'école du savoir-être. Là. Oui. Oui. Mais en fait, l'essentiel quand on vit dans le quotidien avec les gens au travail, qu'est-ce que c'est? C'est pas la technologie, Mhm. c'est pas le savoir pour le savoir, c'est la relation, c'est toute la place qu'on accorde à l'être. Puis c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'opportunités de ce côté-là, Oui. de travailler notre rapport à l'être, à l'affectivité, à nos émotions, à nos besoins. Mais jusqu'à quel point on donne assez d'importance à ça? Mhm. Mhm. Parce que dans la société, on donne beaucoup d'importance au titre, Oui. souvent au matériel, mais pas assez de valeur à l'être. Puis je trouve que c'est ça qui se passe actuellement, là, toutes les grèves qu'on a dans le monde de la santé, dans le Oui. monde de l'éducation. J'ai envie de dire, le jour où il y aura une personne en autorité qui s'arrêtera aux vraies valeurs de l'éducation Oui. puis de la santé, Mhm. ben il y aura quelque chose qui va changer. Oui. Ça, Oui. c'est sûr. Tout à fait. Mais pour le moment, là, on s'arrête à des valeurs, des règles, des valeurs qui ne sont pas les valeurs essentielles quand on travaille dans le quotidien. Là. Mhm. Quand je travaille avec un élève, quand une infirmière travaille avec un patient, c'est pas juste une connaissance de son métier. Oui. Elle est constamment en relation avec des gens qui souffrent. Bien sûr, bien sûr. Alors que ça, quelle place on accorde à ça actuellement là, Mhm. dans la société et dans les revendications? Et pour moi, ça manque. En tout cas. Mhm. Donc, Colette, c'est un charme de vous avoir au micro. Alors, je poursuis. Vous avez 80 ans et puis vous dites que vous faites partie des vieux. Le mot vieux est votre préféré pour désigner les personnes de votre âge. Puis ça devrait être un terme honorifique. Donc, dites-nous maintenant, comment vous voyez ça, le fait de vieillir, la vieillesse, comment on traite nos personnes âgées. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. La vieillesse, pour moi, c'est une étape de la vie. Oui. C'est sûr que c'est la dernière, mais c'est une étape de la vie, puis il y a des défis. Hein? C'est sûr qu'on a des deuils à vivre, le deuil de notre corps, le deuil de notre corps d'autrefois Oui. parfait, de notre énergie, le deuil de personnes qu'on aime autour. Mais tu sais, toutes les étapes de la vie ont des défis. Mhm. C'est en l'enfance qu'on crée nos blessures. Oui. C'est à l'adolescence qu'on est pris avec des problèmes d'intimidation, d'identité, d'affirmation de soi.
c'est quand on crée notre famille, qu'on fait toute notre vie active. Il y a des périodes difficiles toute la vie. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne donne pas autant d'importance à la vieillesse Oui. qu'au reste de la vie. Mhm. Puis qu'on ne reconnaît pas l'expérience des vieux. On fait plein de choses là, pour les vieux. Là, on essaye de leur donner plus de bains, de leur donner plus d'attention, des meilleures chambres, des meilleures conditions physiques, mais on ne reconnaît pas leur expérience. On ne va jamais leur demander leur avis. Mhm. L'expérience n'a pas de valeur ici en Occident. Ce n'est pas le cas dans le monde entier. En là. effet, oui. Mais on ne reconnaît pas l'expérience des vieux et ça, je trouve que c'est dommage. Ça devrait être, comme j'ai dit, un titre honorifique. Ça devrait être un moment de la vie où les pertes sont compensées par une reconnaissance de la sagesse acquise par l'expérience. Oui. Mais ça ne l'est pas. En Occident, ça ne l'est pas, mais on n'est pas le seul pays comme ça. Là. Mhm. Mhm. Mais, Est-ce que vous pensez que ça peut changer? mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de changer parce qu'il y a une lutte contre ce qu'on appelle l'agisme, là, Oui. parce que racisme, ragisme, terrorisme, tous ces mouvements-là. Et il y a de plus en plus d'organismes un peu partout qui commencent à être conscients de ce problème-là, parce que c'est un problème. Oui. Puis ça se reflète pas juste dans la société, ça se reflète dans les familles aussi. Hein. Mhm. Ça se reflète dans des petits milieux. Alors, les personnes âgées ou les vieux, on les met dans des ghettos. Oui. Ça coûte ça coûterait peut-être moins cher si on les laissait proches des leurs. Puis aussi, on allait les consulter à certains moments, pas juste s'occuper de la santé de leur corps, mais les consulter par rapport à des décisions à prendre dans différents milieux de la société. Bien sûr, bien sûr. Colette, vous avez 80 ans, vous êtes vivante, vous avez encore d'énergie. Vous avez écrit justement un livre qui est sorti, qui a pour titre « Il me semble qu'hier, j'étais encore une enfant ». Pourquoi vous avez ressenti le besoin d'écrire? Et puis, vous avez d'autres projets aussi. Donc, on arrive à la fin de l'émission. J'aimerais savoir que vous nous parliez un peu du livre. Vous avez ressenti ça le titre du livre, c'est l'ANDC, la route vers soi et vers les autres. C'est toute l'histoire de ma vie, là, à chercher la route qui mène vers moi, puis vers les autres, le travail de l'amour de soi, tout ça. Mais là, j'ai envie d'appliquer tout ça aux vieux. OK. Vraiment. Je m'intéresse beaucoup aux vieux. D'abord, je suis rendue là. Oui. Puis je trouve qu'il y a un besoin. Alors, je ne sais pas encore. C'est sûr que ça va commencer par un livre là, sur le sujet. Mais je sais que j'en ai parlé avec Anne-Cécile, qui m'a dit que ça l'intéressait aussi. Alors, j'aime beaucoup travailler avec elle. Mais je ne sais pas. Je me suis dit à un moment donné, est-ce que tu vas avoir le temps encore de faire une 3e mission? Mais l'important, c'est que je fasse quelque chose, que je réalise quelque chose, que j'apporte quelque chose au monde, parce que c'est ça qui me fait évoluer, moi. Bien sûr. Alors, peu importe le temps, je vais faire ce que je peux Bien à sûr. ce moment-ci de ma vie. Oui. Mais 80 ans, là, c'est un bel âge. C'est un bel âge. Et puis, Ben si oui. on fait un petit clin d'œil à Jeannette Bertrand qui veut être centenaire, vous... Elle a quand même presque 20 ans de plus que moi. Et alors, voilà. il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Donc, alors, Anne-Cécile Hartmann, est-ce que vous avez un petit mot à dire pour la fin? Oui. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne me lasse pas d'entendre Colette Portelance nous partager sa grande sagesse, j'ai envie de dire. Et que j'ai envie de dire aux auditrices et aux auditeurs, vous comprenez pourquoi je la trouve si inspirante. Alors, ce serait ça mon mot de la fin. Merci beaucoup de l'avoir invitée. Merci Anne-Cécile. Et Colette, un petit mot pour la fin? Bien, je veux te remercier, Marjorie, de cette rencontre parce que ça a été tellement agréable. Ça a été comme une conversation presque d'amis qu'on a eue entre nous. Puis pour les questions. Et puis, j'ai juste envie de dire aux gens, croyez en vous, prenez le temps de vous donner de l'importance et de la valeur, parce que vous êtes grands.
Ah, super, super. Donc, ceci met fin à notre émission. Donc, merci à vous, Colette Portelance, d'avoir accepté notre invitation. Et merci aussi à Anne-Cécile Hartemann d'avoir accepté de présenter Colette Portelance. Donc, c'était très, très bien. Et moi, j'ai eu un immense plaisir aussi de vous interviewer puis d'écouter ce que vous nous avez dit. Comme dit Anne-Cécile, c'était tellement d'une grande sagesse. Donc, on va poursuivre les lectures. Donc, je rappelle que mes invités sont Colette Portelance, thérapeute en relation d'aide, autrice, conférencière et fondatrice du Centre en relation d'aide, le CRAM, et aussi autrice de nombreux livres. Et Anne-Cécile Hartemann, thérapeute en relation d'aide, conférencière et coordonnatrice marketing du CRAM, autrice du livre Métamorphose. Alors, vraiment, mesdames, un plaisir. Merci. Merci à toute mon équipe aussi, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre beau rendez-vous la semaine prochaine.